Des ministres. Marine Tondelier, vous étiez lors de cette réunion à l'intérieur, sans téléphone apparemment. Oui, surtout que je l'avais oublié au restaurant pour tout vous dire. Formidable. Récupéré très après, les fuites ne viennent pas de moi. Et vous en êtes sorti très déçu. Expliquez-nous pourquoi. Bon, quand je dis déçu, c'est pas que j'attendais quelque chose d'exceptionnel dans cette réunion, mais ce que je trouve vertigineux, c'est cette capacité de déni du président de la République, qui avec beaucoup de surplomb, sans ne rien laisser transparaître, sans aucune émotion, est capable de constater à la fin d'une réunion qui montre plutôt l'inverse, que le socle commun va très bien et que donc ils sont encore de son 10 et donc que ça va bien se passer. C'est vraiment, il y a un côté tout va très bien, Madame la Marquise. Il y a encore un socle commun, c'est ça. Mais il y a un côté tout va très bien, Madame la Marquise, qui m'inquiète énormément. Parce que c'est pas rationnel, c'est pas lucide et qu'il faut vraiment être très coupé des Français pour penser que de ce qu'on ressent derrière nos télés ou vous-même sur les plateaux, le socle commun est bien. Enfin, on avait quand même autour de la table Monsieur Retailleau qui a fait imploser le gouvernement. Enfin, c'est même pas une censure qui a fait tomber le cornu, c'est une implosion initiée par Monsieur Retailleau. Monsieur Wauquiez, donc c'est quand même le même parti, mais qui disait l'inverse en disant non mais nous, chez les députés, nous c'est démocratique. Donc moi, ce que je vous dis, sous-entendu, contrairement à Bruno Retailleau, c'est vu avec tous mes députés. Vous avez Gabriel Attal qui a quand même appelé un gouvernement de gauche. Vous avez Édouard Philippe qui a appelé au départ d'Emmanuel Macron. Et vous avez le Modem qui se plaint. Il aurait donné deux noms, Gabriel Attal, Bernard Cazeneuve et Pierre Moscovici. Est-ce que vous confirmez cette information ce soir ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de nom. Vous dites qu'il a appelé un gouvernement de gauche. Oui, j'ai écouté le même journal télé que vous. C'était d'ailleurs sur une chaîne de votre groupe. Mais voilà. Et puis alors le Modem qui eux disaient notre problème c'est pas vraiment le socle commun, c'était vraiment Monsieur Le Cornu parce qu'il faisait des dîners secrets et on était invités et en fait quand on sortait on n'avait rien appris mais on apprenait des choses à la télé. Donc ils ont utilisé ce mot, c'est un problème d'opacité. Et vous avez la dernière, le Parti radical que l'on oublie parfois, le Parti radical de droite, où la dame disait j'apprends qu'il y a des dîners secrets, j'étais moi-même pas invitée, alors j'ai quand même un député. Donc nous on a assisté à ce truc-là en disant il est manifeste qu'il n'y a plus de socle commun. Donc nous on a expliqué nos arguments, pourquoi il fallait nous nommer, ce que l'on ferait. Et à la fin, Emmanuel Macron conclut en disant écoutez, vous êtes 191, ils sont 210, donc arithmétiquement, je vais devoir nommer dans les heures qui viennent quelqu'un du socle commun. Je dis pardon. Et il faut insister. Monsieur sort d'ailleurs en disant le socle commun n'existe plus. Donc j'ai l'impression de ne pas être dans la même réunion alors que j'y suis physiquement. Et insistons, n'est-ce pas, les informations que nous avons par l'entourage d'Emmanuel Macron confirment ça, sa vision des choses apparemment est celle-là, c'est-à-dire effectivement il y a une majorité absolue contre la dissolution, donc dit-il, il y a toujours un chemin pour former un gouvernement. C'est aussi leur version de l'histoire. Proche de lui, bien sûr. Parce qu'il y avait trois questions posées par le président dans le tour de table. La première question c'était est-ce que vous voulez la dissolution ou pas ? Personne n'a dit je la veux, c'est mon rêve. Mais ce que tous les partis de gauche ont dit, c'est qu'on ne voyait pas comment ça apporterait un budget plus vite. Moi, j'ai rappelé que la dissolution avait coûté 15 milliards immédiatement au pays et 0,5 points de croissance. Mais on a aussi dit qu'on n'en avait pas peur et qu'elle nous coûterait beaucoup moins cher à nous qu'au bloc macroniste. Et c'est vrai, ils en sortiront avec 30 députés. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a encore un socle commun ? J'avais envie de dire, c'est pas vraiment à nous de répondre à cette question, mais vu de ce que je vois à la télé, j'ai envie de vous dire que non. Et troisième question, quel compromis êtes-vous prêt à faire ? Bon, il n'y en a pas eu beaucoup de faits non plus. Il y a également la question du Premier ministre. Il ne vous a donné aucun nom ce soir ? Mais vous êtes souvent obsédés par les noms, c'est pas ce qu'a dit le chef de parti, je vais vous dire. Nous, on est là au service des Français et ce que l'on veut, et je m'excuse parce qu'ils doivent trouver ce spectacle navrant et ils ne doivent rien comprendre parce qu'ils n'étaient pas dans la réunion, mais moi qui étais dedans, j'ai rien compris non plus. Donc ne vous sentez pas idiot en disant c'est peut-être trop compliqué pour moi, c'est que ça n'a aucun sens. C'est pour ça que vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous avez eu des noms à la sortie de cette réunion ? Il n'y a que vous qui êtes sur les noms toute la journée. Les chefs de parti ne le sont pas et dans ces réunions non plus. C'est normal que vous soyez dessus, mais c'est pas le sujet. Enfin, le sujet, c'est la ligne politique. Tout le monde, évidemment, est sur les noms. Qu'on comprenne bien. Non, mais nous, on vous a dit que il fallait quelqu'un de gauche et écologiste. On vous a jamais donné de nom. Et M. Macron nous répond, ce sera quelqu'un du socle commun. Il ne donne pas de nom non plus. Mais vous voyez bien que si c'est Le Cornu 2, comme je l'entends circuler, déjà, quand on fait un numéro 2, normalement, dans un film, c'est que le premier a bien marché. Et donc, on dit, tiens, comme le premier a bien marché, je vais faire la suite. Marine Tondelier. Là, ce serait quand même un peu étonnant. Marine Tondelier, on va entendre nos éditorialistes et commentateurs, mais vous êtes le témoin direct. Ils sont précieux. Les quelques personnes, d'ailleurs, vont peut-être voir l'infographie de qui était autour de la table, parce qu'évidemment, c'est assez marquant d'imaginer cette table où il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, y compris d'ailleurs dans le camp républicain, puisque c'était la grande réconciliation de tous ceux qui, enfin pas réconciliation, la même grande retrouvaille de tous ceux qui se sont poignardés. Regardez, il y a aussi, alors il y a dans le bloc commun, mais il y a aussi entre M. Wauquiez et M. Retailleau.
D'après vous... Mais alors, votre infographie est trompeuse. Parce que pour les Républicains, vous mettez le président de groupe parlementaire et le chef de parti, alors vous ne le mettez pas pour la gauche. Pour la gauche, nous étions 6. Alors du coup, on a l'impression qu'ils sont plus nombreux. Vous avez raison. Il y a pas Donc j'étais avec Cyrielle Châtelain et notez qu'heureusement qu'on était là pour qu'il y ait des femmes dans la réunion quand même. Marine Tondelier, quel était d'après vous le but? Dites-nous ce que Emmanuel Macron vous a dit, parce qu'au fond, c'est lui qui a convoqué cette réunion dans ces circonstances incroyables, en pleine nuit. Bon, il envoie le message à 2h du matin à peu près. Qu'est-ce qu'il vous a dit à vous? Qu'est-ce qu'il vous a dit aux gens du socle commun? Est-ce qu'il vous a donné l'impression de vouloir les piquer? Non. Non, il semblait pas spécialement préoccupé d'ailleurs, parce que je pense que dans son truc... Ce qui est curieux à première vue, disons. Il se passe quand même, les circonstances sont un peu particulières d'habitude. Oui, d'accord, mais en fait, lui, il dit, c'est mon rôle de vous réunir, et donc je vous réunis, et d'ailleurs, je reste dans mon rôle, ce sera au Premier ministre de faire la suite, et puis rapidement, dans la réunion, il arrive sur les retraites en disant, on pourrait faire comme ci, comme ça, et d'ailleurs, nous, on l'a arrêté à un moment en disant, attendez, c'est pas à vous de faire le compromis, de dire c'est quoi ce qui sera fait avec les retraites, ça, ce sera au Parlement de le faire. Vous, votre travail, c'est de nommer un Premier ministre. C'est ça l'objet de la réunion. Est-ce que enfin vous allez nommer, au bout de 3 fois où vous avez testé et désapprouvé finalement le fait que ça pouvait marcher, votre pacte de stabilité, je ne sais pas quoi, du centre là, ça ne marche pas. Quand est-ce que vous en tirez les conséquences et que vous nous nommez nous? Voilà. Ça est incroyable, ces circonstances-là. On n'a jamais vu dans l'histoire de la Ve République une circonstance ressemblant exactement à ça. Mais je pense que dans les autres pays non plus, au niveau mondial. Oui, on n'a jamais vu ça parce que normalement, c'est absolument pas ce qui se passe sous la Ve République. Le président, en général, préside, prend de la hauteur, a un rôle d'arbitre. Et là, on a un président de la République dans un régime qui est passé au régime parlementaire, de semi-présidentiel à parlementaire, qui agit comme un Premier ministre, qui réunit les chefs de parti et qui dit combien vous pouvez m'amener de députés pour une minorité stable. C'est absolument sidérant. Résumons bien les choses. À l'heure où nous parlons, 20h09, il a visiblement claqué la porte, il vous a un peu claqué la porte au nez. Ce soir, visiblement, l'hypothèse de gauche est à peu près morte. En revanche, il a l'air de croire à l'hypothèse d'un gouvernement au centre, puisque la thèse Le Cornu 2 reste une des thèses dominantes. Elisabeth. Alors, manifestement, ce que voulait faire le président, c'était de s'assurer que personne ne voulait de dissolution et ensuite de dire aux partis, à vous de jouer. Enfin, d'une certaine façon, il voulait mettre, encore une fois, une partie du fardeau sur les partis en les renvoyant à leurs responsabilités. D'ailleurs, il l'avait fait dire juste avant. En face de lui, il a l'air dévisé, puisque Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ne sont plus sur la même ligne. Bruno Retailleau veut quitter le gouvernement et emmener tous les ministres. Laurent Wauquiez, en esprit de contradiction, il aimerait que ceux qui y étaient restent, et lui peut-être aussi y entrer. Nous avions donc Gabriel Attal et Édouard Philippe qui avaient quand même planté quelques poignards dans le dos d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal, Édouard Philippe a dit, alors je vous parle sous votre contrôle parce que vous y étiez, donc, il a été assez clair sur le fait que lui n'était pas favorable à la suspension de la réforme des retraites. Et il n'est pas favorable non plus d'ailleurs à ce que le Premier ministre se prive du 49.3. En fait, il est favorable à rien changer, lui. Donc lui, c'était Mister No quand même, mais il l'a dit. Est-ce qu'il s'est exprimé pendant la réunion? Il s'est exprimé. Certains disent qu'il ne s'est pas exprimé très peu. Il s'est exprimé. Il a quand même dit ça. Oui, il a quand même dit ça. Mais la réforme des retraites, elle a été quand même au cœur de cette réunion. Et on sent qu'Emmanuel Macron, dans l'initiative qu'il va prendre là, dans quelques minutes, dans quelques heures en direct, on sent peut-être à 2h du matin. Peut-être à non, je pense pas parce qu'on peut quand même pas exagérer, mais ça peut être tard. Manifestement, il veut accompagner cette nouvelle phase d'un mouvement sur la réforme des retraites. Est-ce que ce sera jusqu'à la suspension? On verra. Vous dites que non. Il a clairement fermé la porte à la suspension. Et est-ce qu'il a clairement aussi parlé du coût budgétaire de tout bouger sur la réforme? Est-ce qu'il a insisté en disant que ça va coûter très cher? L'abrogation qui est notre ligne, évidemment, ça n'a même pas été évoqué. Sur la suspension, il a fermé la porte en disant il y a une élection démocratique, la présidentielle, et donc s'il devait y avoir suspension, c'est la présidentielle qui devrait le décider. Moi, un report. Il a dit un report. Oui, ce qu'il veut bien faire, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il y en a 2 majeurs. Il y a les 62 ans et 9 mois auxquels on est actuellement, qui devraient passer à 63 ans au 1er janvier 2027. Donc il est prêt à reporter ça. Non, 2027. Il n'y a pas de bouger en 2026. On est passé à 62 ans et 9 mois là au 1er octobre. Et le prochain seuil,
le prochain palier 63 ans est prévu au 1er janvier 2027. Et donc il dit on peut le passer après la présidentielle. Dans quel but, pardon, Marine Tondelier, expliquez-nous vraiment pourquoi on a de la peine à comprendre même les buts exacts du président de la République. Visiblement, il lâche du lest sur les retraites. Il décale l'application. Dans quel but? Qui veut-il séduire, puisqu'on comprend qu'on ne gouvernera pas avec le PS. Non, mais, sachant que l'autre gros problème, c'était l'accélération de la réforme Touraine sur le nombre de trimestres. Ça, il bouge rien. Qui est-ce qui veut séduire? Et donc à la fin, il nous dit ça coûterait à peu près 500 millions. Sur 2026 Sur 2026. Donc ça, c'était bien la suspension. C'est bien le coût de la suspension. C'est ça. Millions. Donc, et en fait, quand on lui dit... Donc ça revient à suspendre. Et d'ailleurs, il dit que ça pourrait être imputé sur le niveau des pensions. Ce que nous n'avons jamais demandé. Non, mais c'est juste intéressant. En fait, il dit l'argent qu'on perd quand on ne passe pas ce seuil, c'est des retraites en moins qu'on versera aux gens. On a vraiment envie de savoir, au fond, là, le but de ça. Il veut séduire le PS, Darius. S'il vous plaît, on a envie, il veut qu'une partie des socialistes ne le censure pas. C'est quoi le but? Oui. Le but, c'est d'avoir un accord de non-censure de la part du PS. C'est ça qui est extrêmement important. Il n'est pas en train de construire une majorité, il n'est pas en train de construire une grosse minorité, il est en train d'essayer de sauver une minorité relative avec la droite, Renaissance, Horizon, le MoDem, et un accord, c'est fondamental, de non-censure la semaine prochaine, après une présentation du budget lundi en Conseil des ministres. Ça marche, Madame Tondelier? Je ne vois pas comment, après s'être fait humilier comme ça cet après-midi, les socialistes pourraient dire mais bien sûr, rediscutons. Alors bon, c'est qui le Premier ministre? Donnez-nous le nom, on va discuter avec lui. Ça ne marche pas. Après, je vois bien. Là où vous avez raison, c'est que je vois bien que dans ce socle commun, qui n'est plus un socle et pas commun, mais ce qu'il en reste, ils font le pari que le PS, à la fin, je ne vais pas dire calanchera, mais essaiera à tout prix de trouver un accord. Et ils font ce pari. Et je pense vous pensez pas ce qu'ils font? Non, mais qui est responsable de ça? Non, mais vous qui est responsable de ça? Ceux qui sont responsables de ça, c'est celles et ceux qui, au PS, racontent déjà ça. Y compris en ce moment même un bureau national du PS. Attendez, parce que si vous me posez des questions pendant mes réponses, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui même, au sein du bureau national du PS, je sais, puisque tout est pour eux, que certains disent non, mais il faut aller au compromis, absolument. Et quand vous allez dans une négociation et qui se joue vraiment au mental, avec un bout de votre parti qui dit de toute manière à la fin, il faudra toper, même si on est humilié, c'est pas possible. Donc moi, j'en appelle aujourd'hui au Parti socialiste parce qu'une grosse partie de la responsabilité du fait qu'ils gouvernent ou pas à la fin repose sur leur propre capacité à tenir la ligne et le rapport de force. C'est ça qui se passe. Moi, vous savez que j'ai la réputation de le faire. J'ai été claire en entrant, pendant et à la sortie. Le Parti socialiste, je vois bien qu'ils sont entre-divisés avec des personnes qui ne sont pas mes principaux interlocuteurs au PS, qui vont à tout prix pousser pour que ce ne soit pas le cas. Et je leur dis, ils ont une responsabilité immense entre les mains. Immense. Parce que si nous ne sommes pas nommés, c'est parce que certains partent du principe qu'à la fin, eux feront tout pour que nous cédions. Mais pourtant, les Verts, en tout cas, les écologistes ne céderont pas. Olivier Faure a été très clair, s'il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites, ce sera censure immédiate. Oui, mais vous voyez bien que ça ne suffit pas. Si le changement de cap n'est pas au rendez-vous, s'il n'y a pas de possibilité pour le Parlement de s'exprimer librement, donc pas de 49.3, si tous les sujets ne sont pas sur la table, suspension de la réforme des retraites, alors nous censurerons immédiatement. C'est aussi simple que ça. Pourtant, la réponse du PS est très claire, Marine Tondelier. Et celle d'Olivier Faure, oui, et je le remercie. Il était dans la même réunion que moi, donc c'était quand même difficile de dire autre chose en sortant. Mais vous voyez, là, il parle du 49.3, qui est en fait déjà sur la table par M. Lecornu, et de la réforme des retraites. Mais ce n'est pas les seuls problèmes qu'on a. Enfin, on ne va pas dire on soutient un gouvernement avec la droite, etc., qui fait n'importe quoi sur le budget, juste parce qu'on a gagné sur les retraites, non pas une suspension, mais un pseudo-report. La réalité, c'est que nous, au début de la réunion, on a posé d'autres sujets. J'ai été, et je le déplore très sincèrement, la seule à parler d'écologie. On est en 2025, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe au niveau du climat, de la planète, de la biodiversité, et tout le monde sait aussi qu'on a enregistré au printemps 43 reculs environnementaux majeurs dans notre législation. Mais c'est pas un point bloquant. C'est pas un point bloquant. Reconnaissez-le, c'est pas un point bloquant pour sauver un budget. Ça en est un pour les écologistes. Écoutez, parce que les aides qui sont coupées dans le budget, ce sont des aides directes aux Français pour isoler leur logement ou pour changer de voiture. Et donc ça me paraît préoccupant. Et sur le pouvoir d'achat et la justice sociale, il faudra aussi les annoncer. Répondez à la question au fond indirecte que vous posez Emmanuel Macron. On comprend bien ce qu'il est en train de vous dire. Il dit, vous avez tellement peur de retourner dans les électeurs que vous allez quand même, renoncer à censurer, renoncer à vouloir une dissolution. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais
nous ne craignons pas la dissolution, je le dis. Le papier est réservé, les imprimeurs sont sur le pied de guerre et l'équipe est déjà au siège en train de préparer les documents de campagne. Donc vous allez censurer. Ce n'est pas les écologistes. Il reste juste à trouver des électeurs. Non, mais ce ne sont pas les écologistes qui ont à perdre dans cette dissolution. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Ceux qui ont à perdre, et tout Paris est au courant, c'est les macronistes qui vont se retrouver avec 30 députés. Pourquoi Gabriel Attal fait un bouger en disant qu'il est ouvert à un gouvernement de gauche? Pourquoi Agnès Pannier-Runacher le fait? Pourquoi Éric Dupond-Moretti le fait? Pourquoi Elisabeth Borne bouge également? C'est que eux, de là où ils sont, pas dans la tour d'ivoire de l'Élysée, mais au Parlement, et dans leur circonscription, ils voient bien ce que ça donne. Et donc, je le dis, ceux qui ont à perdre de cette dissolution, ce sont les macronistes. Et ils le savent. Et donc, c'est ce qui les force à la fin à faire semblant que tout va bien. Mais je vous dis, si on ne regarde pas les problèmes en face et qu'on renomme les mêmes dans les mêmes conditions, ce socle commun ne tiendra pas plus cette fois-ci. À gauche aussi, permettez-moi de vous couper. À gauche aussi, vous avez à perdre. Vous savez très bien que notamment... Regardez les sondages dans toutes les configurations. Non, mais regardez, mais attendez. Le sondage IFOP-LCI qu'on a publié hier soir est très clair. Il y a effectivement une petite remontée de la gauche par rapport au bloc central, notamment les ex-macronistes qui sont en chute libre. Mais si vous regardez bien, et c'est un sondage à prendre avec prudence, comme le dit Frédéric Dabi, le patron opinion de l'IFOP, on n'a pas encore les candidats d'une législature. Donc il faut prendre, il n'y a pas de projection absolument extrêmement précise. Et à partir nos candidats seront excellents. Bien sûr, et je n'en doute pas, Marine Tondelier. Mais à partir du moment où vous avez, dans un très grand nombre de circonscriptions, une perspective de duel LFI, RN, parce que LFI, certes, ils n'ont pas forcément une alliance avec vous, quoique je pense que vous, les écolos, vous ferez alliance avec LFI s'il y a élection. On tient nos promesses. Vous tenez vos promesses, mais pas le PS. Eh bien, selon les calculs quand même d'experts électoraux de quasiment tous les partis, par exemple, le PS pourrait perdre 10 à 15 députés. Mais moi, je parle des écologistes. Vous êtes d'accord? Vous pensez qu'à vous alors? Non. Vous n'êtes pas très alors. Et par ailleurs, vous savez ce qu'on a? On a des militants. Oui. Et je pense que les macronistes n'en ont plus beaucoup. Quand il va falloir aller distribuer les tracts sur les marchés, j'aimerais bien savoir qui va suivre. Marine Tondelier, après cette réunion, est-ce que vous appelez de vos voeux à une dissolution? Est-ce que c'est mieux que la solution qui vous a été proposée lors de cette réunion? J'appelle à une chose très simple qui s'appelle la cohabitation et qui n'est pas une opinion, mais qui est un dû démocratique. On peut avoir tous les débats qu'on veut. Je sais que si je dis nous avons gagné l'été dernier, vous allez me dire pas exactement. Ok, mais on sait quand même qui a perdu. Vous lui avez dit ça? C'est le camp macroniste. Oui, ça a été dit précisément. Et qu'est-ce qui vous a répondu à ça? Précisément en ces termes. Qu'est-ce qui vous a répondu? Rien, il survole, vous savez, c'est un président, il préside, il surplombe et il répond à la fin sur ce qu'il avait envie. Si vous lui avez dit franchement, nous voulons que vous nommiez un Premier ministre qui ne soit pas de votre chapelle pour cohabiter, il est forcé de vous répondre, il vous a dit quoi? Il a écouté tout le monde dans un premier tour de table sur les réponses aux 3 questions que je vous ai listées tout à l'heure. Il a pris des notes. Il a répondu sur la retraite où on n'a rien compris, où ça n'allait pas et où son propre socle commun très solide n'était pas d'accord et qui ne nous satisfaisait pas non plus. Puis nous sommes revenus à la charge, Olivier Faure, Fabien Roussel, moi-même, en disant que vraiment on allait être encore plus clair s'il le fallait. Il fallait un Premier ministre de gauche écologiste. Qu'il fallait que le changement se voit, se sente, puisse se toucher, que ce soit palpable pour les Français, que quand un président perd autant une élection, la politique elle change et que ça a des conséquences pour leur vie. Mais vous savez bien que ça n'aura pas lieu, pardon. Lucie Castet, il n'y a pas eu de nomination de Lucie Castet, il n'y a pas eu de nomination visiblement de M. Faure, ça n'aura pas lieu. Pourquoi vous accrochez à cette chimère? Et vous trouvez ça normal? Normal ou pas normal, c'est pas à nous de le dire. Mais que voudriez-vous? Qu'attendez-vous de moi? Que je dise, écoutez, ne nous nommez pas. Voilà, je suis fatiguée donc j'arrête. C'est une guerre des nerfs, ça se joue au mental. Et le mental des écologistes est réputé solide. Ouais. Celui du président aussi, mais on verra bien qui désarmera en dernier. Et celui des socialistes, vous le voyez comment, le mental? Celui d'Olivier Faure, je peux vous dire, les autres, je ne suis pas dans leurs instances, mais peut-être que je vais y aller, du coup, pour pouvoir faire valoir aussi ma position dans leurs réunions. Ce que je vous dis juste, c'est que tout ça va très mal se terminer. Vous voyez, aujourd'hui, nous, quand on est invité à l'Élysée, on y va parce qu'on estime qu'on doit trouver des solutions pour les Français, on sera toujours là. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous avez insisté là-dessus, ça va mal se terminer, pardon, parce que c'est une formule parce que je vois pendant ce temps-là que quoi? Marine Le Pen était avec les pompiers, en fait, je vois bien que le terreau du l'électorat Rassemblement National, c'est la désespérance sociale, c'est le fait de voir que voter ça sert à rien, que Macron ça sert à rien, et que les gens qui ont voté pour nous, quand on est arrivé en tête, ils disent ils n'ont même pas gouverné. Donc du coup, vous voyez bien ce que ça peut créer dans l'opinion. Et je le dis, Emmanuel Macron emmène tout le monde dans un endroit très très dangereux, il emmène le pays dans un endroit dangereux. Et moi, je ne le lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais parce qu'on va se réveiller un jour avec de l'extrême droite à Matignon, avec l'extrême droite peut-être à l'Élysée,
et on saura d'où ça vient. Mais Marine Tondelier... Oui, quelques points par rapport à ce qui se dit. D'abord, ce qui frappe dans cette réunion, c'est effectivement d'abord la fin du socle commun. Même vous le dites. Ça n'est pas bien sûr. Ça correspond. Ça et Bruno plus. Retailleau le constate aussi. Et deuxièmement, même la fin du camp macroniste, quand le président, vous pouvez le confirmer peut-être, a demandé qui faisait partie des soutiens présidentielle, il n'a eu la réponse que de Renaissance Gabriel Attal. On ne peut pas vraiment dire qu'il soutienne la présidente, mais enfin il est quand même dans ce camp, et du MoDem, et qu'Édouard Philippe a gardé le silence à ce moment-là, ce qui est un événement politique majeur. Mais pardon, Jérôme Jaffray, c'est pas tout à fait ce que dit l'entourage d'Emmanuel Macron. En substance, qu'il dit, c'est dans cette affaire, ils n'oseront pas. C'est-à-dire Gabriel Attal, vous avez vu les sondages. S'il retourne devant les urnes, il va se rétamer. Donc il ne va pas oser. Mais moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Rochemarin. C'est ce que j'ai à autre chose, qui est est-ce qu'ils iront à la dissolution. C'est ça la question. Non, mais moi j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas dans le socle commun, mais que quand Emmanuel Macron disait à la fin, donc vous êtes 210, évidemment, personne n'a mouché. Il les tient par la dissolution. Ils sont hypocrites. Donc, première remarque. Jérôme Jaffray, il y a cette scène extraordinaire où Marine Tondelier, très cruellement, parce que vous êtes très cruel quand vous voulez Marine Tondelier. Je ne savais pas que le micro était aussi près de ma bouche. J'étais plus avec les perches. Gabriel Attal sort tout seul, très prudemment, il était couvert parce que vous étiez devant les micros, et puis vous avez cette formule, il marche seul. Et évidemment, Gabriel Attal, il a trahi, disons les choses, mais avec un intérêt limité, puisqu'effectivement, quand on lui dit, est-ce que vous êtes prêt à aller devant l'électeur, là, c'est plus problématique pour lui. Oui, alors, ce qui fait... Il y a 2 points qui sont... Alors, le camp macroniste a disparu dans cette affaire, et c'est un point d'extrême faiblesse du président pour pouvoir affronter une dissolution. Un président qui ne s'appuie pas sur une force politique pour aller à la dissolution, ça ne s'est jamais vu dans notre histoire. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'appuie sur rien pour dissoudre. Mais en même temps, si je puis dire, le fait de dissoudre, et c'est ça le point faible de l'argument, d'abord, quand vous dites fin du socle commun, on peut aussi vous dire fin du nouveau Front Populaire. C'est vous qui l'avez dit, hein. Oui. Ah non, c'est vous qui l'avez dit. Oui. Et fin du nouveau Front Populaire, c'est moi qui le dis. Oui. Ben oui, mais c'est la vérité. Chez vous, c'est pas mieux. On ne peut pas dire que la France insoumise soit aujourd'hui un partenaire du reste de la gauche, ou que le Parti socialiste soit un partenaire du reste de la gauche. Les écologistes étant entre 2 chaises, c'est leur caractéristique, me semble-t-il, fédérateur, espérez-vous. En tout cas, je note qu'un camp est arrivé groupé et souriant à la réunion quand les autres sont arrivés un par un, sans même se regarder. Mais attendez, la France insoumise... Ce qui vous ramène à 120 députés au lieu des 193. Pardon, interrompons-nous un instant, parce que restons chapitre par chapitre. Ah ben voilà Gabriel Attal et sa plaisir. Qui, rappelons-le, a poignardé 2 fois même Emmanuel Macron en lui disant, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je ne comprends plus ce qu'il dit, et il a dit, il faut qu'il partage son pouvoir. Le président Emmanuel Macron l'avait déjà poignardé par une dissolution. Vous avez raison, tout le monde se poignarde, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il osera aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'il osera aller jusqu'au bout ? Non, parce que la dissolution, et c'est le point faible de l'argumentation de Marine Tondelier, mais elle a fini par le dire elle-même, c'est une machine à installer le Rassemblement national au pouvoir. Bien sûr. Vous savez que je suis allé dans une ville tenue par le Rassemblement national, donc je le vois arriver d'assez loin. Et vous n'avez peut-être pas envie de le voir arriver au niveau du pays. Donc c'est ça la contradiction majeure qu'il y avait dans cette réunion entre la gauche et le fait d'aller à la dissolution. Et Jérôme, c'est l'ultime arme. S'il vous plaît, est-ce que vous avez tous peur simplement que retourne devant les électeurs, le RN. Finissons la question. Retourner devant les électeurs et qu'ils choisissent souverainement de donner au premier parti le rôle du Rassemblement national. Mais il faut dire qu'Emmanuel Macron fait tout pour. Il faut dire qu'Emmanuel Macron fait tout pour. Et c'est un monde qui est en train de s'effondrer sous nos yeux et qui s'accroche comme une moule à son rocher. Enfin, mais attendez, faut quand même voir, s'il vous plaît. Ils ont encore l'Élysée. Ils ont Matignon, ils ont la présidence de l'Assemblée, ils ont la présidence du Sénat, mais tout ça de manière assez illégitime à la fin, tout le monde le voit bien. Marine Tondelier, François Hollande, qui est tout de même du Parti Socialiste, dit lui-même il faudra aussi que du côté de la gauche, on fasse des compromis. Sur quel compromis? Mais nous sommes prêts à en faire. Attendez, madame, nous en faisons depuis 1 an. Vous pensez qu'aller à une réunion avec Bruno Retailleau, c'est pas un compromis déjà? Mais j'y vais. J'y vais parce que je le fais pour la France et les Français. Mais à quoi voulez-vous que je m'accroche? C'est quoi le début de commencement de compromis? Il est où? La 4e nomination de quelqu'un qui ne durera pas plus longtemps que les 3 précédents, qui va nous faire perdre du temps parce que ce pays tourne en rond depuis maintenant plus d'1 an, que les carnets de commandes ne se remplissent pas, que les entreprises même qui veulent embaucher ne le font pas. Là où je ne vous suis pas, Marine Tondelier, là où je ne suis pas... Et ça me rassure que vous ne suiviez pas, mais essayez de vous retrouver dans mon raisonnement. Tout va tellement vite. J'ai une ou 2 questions à vous poser, et je pense que honnêtement, pour que les téléspectateurs comprennent, il faut aller, si ce n'est lentement, en tout cas, point par point. Est-ce que vous considérez que ce soir, les compromis et les négociations avec les autres partis sont terminés? Moi, je ne considère pas. Elles n'ont pas commencé. Vous avez une réunion
avec Emmanuel Macron, le président de la République. Vous lui avez dit, tous depuis 3 jours, en gros, arrêtez, vous voyez, arrêtez de vous mêler de politique intérieure. Cet après-midi, il vous a réunis pour savoir si effectivement il y avait encore une minorité relative socle commun, ou alors qui étaient les plus nombreux. Il considère qu'à 211, c'est les ex-macronistes et la droite qui sont les plus nombreux. Mais les négos n'ont pas commencé entre vous. Il y a 2 jours, vous avez encore des heures pour négocier, passer des coups de fil. Mais attendez. Et avant, lundi, négocier il y aurait la quoi? présentation. Mais négocier quoi? C'est pas à moi de le dire. Négocier ce que vous dites sur la fiscalité, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites. Dans les régimes parlementaires, ça se fait comme ça. Quand vous discutez avec les Italiens, dans un régime les Britanniques... Mais attendez, les Italiens ne sont pas convoqués chez le président de la République pour qu'il leur explique ce qu'il doit faire. Mais ça, c'est fait. Enfin, soit on est parlementaire, mais nous ne demandons que ça. Bah oui. Mais nous disons qu'à Matignon, ça doit être quelqu'un de gauche écologiste. Et c'est une garantie, parce que vous savez bien que le budget qui va être examiné, de toute manière, sera celui déposé par M. Bayrou. Oui. C'est-à-dire que si nous sommes nommés, premièrement, nous repartons du budget de François Bayrou qui est déjà déposé. Voilà. Donc nous devons procéder par amendement dans une assemblée où nous n'avons pas la majorité absolue et dans laquelle nous renoncerons au 49-3. Oui. En voici un compromis. Donc, il est énorme. tout va bien. Il est énorme. Si le Cornu est renommé, qu'il a dit non, il est énorme. Donc nous l'avions proposé depuis le départ. Tout à fait. Okay, donc ça, c'est d'énormes compromis. Oui. Ça veut dire que nous ne pourrons aller que là où nous réussirons à convaincre une majorité parlementaire dans une assemblée où nous ne sommes pas majoritaires. C'est un énorme compromis. Ce que j'on constate par ailleurs, c'est que nous sommes les seuls capables... Voyez le danger de votre position. Attendez, le danger de votre position, parce que pour que nos téléspectateurs, c'est très intéressant. Parce que le débat parlementaire, c'est trouver une majorité au Parlement. Oui. Vous voyez bien quand même le danger dans lequel vous vous mettez. C'est-à-dire le centre, la droite, avec l'appui du RN, vote contre les textes proposés par la gauche et vous vous faites battre en permanence dans le débat parlementaire. Est-ce que vous considérez que dans ces conditions, tout va bien, il n'y a pas besoin de censurer parce que le Parlement est respecté? Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Personne ne pense, dans l'ensemble des téléspectateurs, il n'y en a pas un seul qui pense que ça va bien. Si je faisais les choses par confort, je ne ferais pas de politique et je ne serais pas chez les écologistes. Je serais planqué chez moi sous la couette à déprimer, comme beaucoup de Français. Si on fait, c'est qu'on a envie de s'affronter au réel. On pense qu'on peut faire des choses. Je remarque par exemple que cet après-midi, chacun est arrivé seul. Ils sont repartis seuls, mais ils sont aussi arrivés seuls. Même au sein des Républicains, entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, ils ne se parlent même pas. Nous arrivons à 6, les 3 chefs de parti et les 3 présidents de groupe, souriants, après avoir préparé ensemble. Nous sommes une équipe. Marine Tondelier, j'aimerais laisser penser qu'eux sont encore une équipe, c'est une fable. Vas-y, Elisabeth. Ça ne marche plus. Vas-y. Elisabeth Martichoux, allez-y. Non, mais Marine Tondelier, vous dites la réalité. La réalité, vous la voyez bien. Plutôt, vous la niez. Parce qu'on ne va pas le répéter quand même 10 fois, vous ne pouvez pas réunir une majorité sur la plupart de vos textes. C'est ça la réalité. Non, mais c'est pas vrai. Mais donc arrêtez de nous entretenir dans l'illusion que vous êtes la solution. Mais alors qui est la solution, Madame Martichoux? Si vous ne voulez pas le Rassemblement national que vous voyez comme nous, éventuellement arriver massivement, et le sondage IFOP fiducial d'hier le remontre encore de façon spectaculaire, 36%, avec en plus une menace de l'union des droite. La question posée par... excellente remarque, par des gens du socle commun, qui font l'union avec l'extrême droite quand même. Eh bien, faites en sorte de trouver un accord à l'Assemblée pour avoir un budget et retarder l'arrivée du Rassemblement national. Non. Par le fait mais c'est trop facile. Non, mais c'est pas trop facile. C'est trop facile. Écoutez, Mme Martichoux, on va faire un gouvernement d'éditorialistes et puis on verra si ça marche mieux. On ne peut pas s'envoyer à la tête qu'il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Non, mais ça, c'est facile. Non, mais ça n'est pas vrai. L'Assemblée est en 3 blocs. Personne n'a la majorité. Personne. Ce n'est pas vrai que nous n'arriverons à rien faire voter. Dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée. Vous nous avez encore ajouté une ligne rouge dans l'Assemblée actuelle. Avec une demande sur l'écologie. C'est très bien, c'est formidable. Excusez-moi, Mme Martichoux, de vouloir faire en sorte que nos enfants ne vivent pas sur une planète brûlée. Mais on est tous d'accord, mais aujourd'hui, il y a un budget à faire voter. Allez, vous voyez à quel point notre démocratie est malade quand même. Ce que je vous dis juste, c'est que sur la taxe Zuckman, on l'a fait voter à l'Assemblée nationale. Oui, mais le RN a changé d'avis depuis. Mais c'est leur problème, ils iront assumer. Mais non, c'est un problème collectif. C'est un problème collectif. Avançons un petit peu. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle là où nous en sommes, 20h31, la rédaction de LCI vous propose toujours cette émission en édition spéciale où nous avons les informations qui nous arrivent les unes après les autres sur cette réunion convoquée dans des circonstances incroyables en pleine nuit par l'Élysée pour qu'elle se tienne cet après-midi. Tout le monde autour de la table, dont vous, Marine Tondelier, vous restez avec nous. Et les LR qui évidemment jouent un rôle extrêmement important. Nous avons leur représentant en la personne de Franck Louvrier. Franck Louvrier, maire des Républicains de la Baule. Nous avons vu Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez sortir
ensemble, presque on pourrait dire main dans la main, de cette réunion. Est-ce qu'il en est est-ce que c'est vraiment la réalité de votre camp ce soir ? Bon, d'abord, il faut que tout le monde travaille ensemble. Il n'est pas question de travailler séparément. Vous le savez bien, déjà même ensemble, on n'est pas sûr d'avoir des majorités crédibles. Donc c'est tout l'enjeu, non ? La seule chose qu'on peut savoir à cette période et à ce moment-là, c'est qu'en général, sur une nomination de Premier ministre, le président de la République nous surprend tout le temps. Donc on peut faire tous les pronostics qu'il faut. J'en ai vécu quelques-uns en remaniement, et notamment ceux du président Macron. Et à chaque fois, c'est un nom qui n'est pas attendu. Donc je pense que là, on aura peut-être encore une nouvelle surprise. Franck Louvrier, là vous nous vendez un peu votre soupe, pardon. Ouais. Franchement, ce qui se passe là est assez fou. On assiste à un chassé-croisé, c'est-à-dire que Bruno Retailleau ce soir, on peut peut-être citer exactement ce qu'il dit. Il dit c'est terminé, en l'état, les politiques changent souvent d'avis, mais il dit c'est fini, la rupture est consommée. Il dit l'expression socle commun est morte. Et c'est du côté de Monsieur Wauquiez, qui alors on a un chassé-croisé incroyable, c'est lui qui dit on est responsable, on va continuer à discuter. Est-ce que vous imaginez un moment que les LR restent encore dans ce gouvernement à venir, ou bien est-ce que c'est terminé ? Non, je pense que c'est terminé. Très clairement. Je pense pas, avec les épisodes qui se sont déroulés il y a quelques heures maintenant, la confiance soit rétablie. Parce que la confiance, elle n'a pas été établie uniquement ou rétablie avec éventuellement le Premier ministre. C'était le président de la République, comme vous le savez. Donc je pense pas que la confiance a été rétablie. Maintenant, j'en ai pas les preuves. Mais mon sentiment, c'est que dans les heures à venir, je ne pense pas que les LR seront au gouvernement. C'est plutôt mon sentiment. Je vais peut-être me tromper, mais c'est toujours difficile de faire des pronostics à quelques heures. Mais vu le climat qu'il y a aujourd'hui avec la droite et notamment avec les Républicains, je pense que ça va être difficile. Et je pense malheureusement, et ça c'est pas nouveau, je pense qu'on va aller vers une dissolution, malheureusement pour le pays. Monsieur Louvrier, qu'on comprenne bien, vous êtes maintenant dans l'opposition, vous seriez dans l'opposition, est-ce que ça veut dire que vous allez censurer ? En réalité, si c'est le cas, ça ressemble à un acte de décès déjà de ce gouvernement mort-né, si c'est le cas. Écoutez, ça dépendra bien évidemment des projets et des prises de position qui seront évoquées dans les heures à venir. Mais la question de la confiance, elle ne se rétablit pas en quelques heures. La rupture qu'a provoquée Bruno Retailleau n'est pas une rupture anodine. Elle n'est pas faite sur un coup de tête. Comme je le rappelais il y a encore quelques temps, Bruno Retailleau, c'est pas un rigolo. Il n'a pas fait ça juste pour amuser la galerie. Vous faites réagir Marine Tondelier. Il était convaincu qu'il avait été trahi. Donc voilà. Vous faites réagir Marine Tondelier. Vous pouvez lui parler, il est là. Je vous remercie, Monsieur Louvrier. Je vous remercie parce que vous démontrez ce que je m'escrime à essayer de dire sur le plateau depuis tout à l'heure, dans l'indifférence générale des éditorialistes. Pas du tout. C'est que le président de la République nous ment. Attention, Édouard Philippe rentre dans une voiture. Bon, bonne nuit. Voilà, vous êtes interrompu. Votre ami. C'est votre Il va ami. peut-être dire quelque chose, oui, non, peut-être que non. Quand ça vous arrange, parce il a l'air de s'éloigner. Pardon, Marine Tondelier, vous avez... On a vraiment des flashs très intéressants. Dans le noir, on ne voit même pas qui on voit. Donc, Monsieur Louvrier, que vous essayez de sauver avec des flashs de Mélenchon, nous explique qu'ils sont maintenant dans l'opposition, que le socle commun n'existe plus. Et je sors d'une réunion où Monsieur Macron dit si, ils sont encore 210. Mais vous voyez bien quand même la supercherie. C'est du mensonge. Je ne sais pas, enfin, je comprends pas que ça vous choque pas plus, et je ne comprends pas ce qu'ils comprennent pas. Ça va se voir quand même. Ils ne sont plus 210. Nous sommes 191. Ils perdent les Républicains. Ils sont moins que nous. Et donc, si Monsieur Macron nomme encore une fois quelqu'un de son camp en s'appuyant sur une arithmétique erronée, mais vraiment de manière très visible par tout le monde. Vous comptez la France insoumise dans la potentielle coalition gouvernementale de la gauche. Je vais vous expliquer. J'ai un peu l'habitude des gens comme vous. Soit je les compte je vous remercie. Et vous hurlez. Moi, je n'ai pas l'habitude. Soit je ne les compte pas, parce que je suis assez originale en la matière. Mais soit je les compte, ça vous fait hurler. Soit je ne les compte pas. Et vous dites du coup vous ne pouvez pas gouverner. Ils ne seront pas au gouvernement, ils l'ont dit. Vous seriez inférieur en nombre. Nous ne serons pas inférieurs en nombre. Le gouvernement, c'est ceux qui gouvernent. Au Parlement, c'est ceux qui votent ou pas les lois. Et vous ne pouvez pas préjuger que les insoumis ne voteront pas pour les réformes présentées par un gouvernement de gauche. Sauf que Mathilde Panot a d'ores et déjà déclaré qu'un gouvernement socialiste, par exemple, elle voterait très rapidement la censure. Ça n'est pas vrai. J'ai fait une réunion avec elle encore hier et avant-hier. J'ai assisté à son interview. Ils ont une position dure et de méfiance envers les socialistes. Vous êtes les écologistes dans un rêve absolu de fédérateur et de croire que toute la gauche reste unie. C'est une aimable plaisanterie. La droite est totalement divisée et majoritaire, mais la gauche n'est pas unie. Que proposez-vous ?
Ah, mais c'est pas mon rôle. La gauche n'est pas unie. C'est confortable. Non, mais La droite totalement désunie, Jérôme Jaffray, nous apprenons à l'instant que le parti d'Édouard Philippe menace de quitter le gouvernement. Allez, le socle commun solide, démonstration de stabilité. Les mots exacts, c'est une grande prudence quant au nom qui sera émis par le gouvernement pour diriger ce gouvernement. L'ancien Premier ministre n'a pas apprécié la proposition du chef de l'État de retarder l'application de la mesure d'âge de la réforme des retraites. Résultat, son parti n'exclut pas de quitter le futur gouvernement, même si celui-ci est à nouveau dirigé par Sébastien Lecornu ou une autre personnalité du camp Macron. Et leur coup de force est en train d'échouer par eux-mêmes. On a donc une droite divisée parce que le parti et les députés ne sont pas sur la même ligne. Et je voulais poser la question, c'est vrai, à Franck Louvrier. On a un parti qui est dirigé par Retailleau et des députés qui sont dirigés par Laurent Wauquiez. Ils ne sont plus sur la même ligne et je dirais même qu'ils sont à front renversé d'ailleurs. Et par ailleurs, on a Édouard Philippe, et ça c'est spectaculaire. Édouard Philippe poursuit sa stratégie d'éloignement, on va dire, brutale avec Emmanuel Macron. Et là, effectivement, comme vous le disiez, Margot, c'est une information qui est confirmée par TF1 LCI. Il envisage de ne pas participer au gouvernement. Surtout que le groupe Horizon a été l'un des plus loyaux tout de même. Était. Mais une précision. Et il ajoute une vacherie. Il faut goûter chaque vacherie ce soir, parce que chacune est un petit délice. Il ajoute ce qu'Édouard Philippe a dit mardi. Donc mardi, c'est quand il a dit exit Emmanuel Macron, n'était pas un mouvement après un budget. Ce qui veut dire évidemment. C'est pas Édouard Philippe qui parle, c'est l'entourage d'Édouard Philippe. Au Figaro, ça veut dire qu'il assume tout à fait ce qu'il a dit. Oui, vous avez là effectivement un événement majeur ce soir, puisque l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, en pleine crise politique profonde, à quelques minutes ou à quelques heures de la nomination d'un ou d'une Premier ministre, annonce qu'il menace de quitter l'alliance du socle commun parce qu'il prend sur le fond un urticant, comme on dit, un point bloquant sur la réforme des retraites. Mais on ne peut pas imaginer que ça soit uniquement sur cette réforme des retraites que le point est bloquant. Pourquoi ? Parce que, et je termine là-dessus, Édouard Philippe, ce qu'il a dit mardi, il l'a vraiment en tête. Il considère qu'une dissolution serait peut-être la meilleure des solutions. Non. Et si la dissolution ne marche pas, à ce moment-là, il serait pour un départ d'Emmanuel Macron. C'est ce que Édouard Philippe a en tête. Mais c'est quand même fantastique. C'est que j'ai passé une demi-heure à expliquer qu'ils n'étaient pas 210. Vous me disiez si, ils sont 210, ils sont plus nombreux que vous, ils sont plus nombreux que vous. Pour une demi-heure plus tard, redire ce que je disais au début. Mais c'est évolutif. Je vous l'ai dit. Les écologistes, oui, c'est évolutif. C'est évolutif, minute par minute. Écoutez, je vous ai dit en sortant, ça ne tiendra pas. Vous dites si, ça tient. 30 minutes après, ça s'effondre devant vous et vous refusez de dire que j'avais raison au début. Donc en fait, on a un problème d'incommunicabilité. Il n'exclut pas. Nous sommes écologistes, nous avons un peu d'expérience en matière d'anticipation des effondrements. Voilà, donc ça marche pour les écosystèmes et pour les gouvernements. Je vous dis et je vous redis que ce socle commun n'est plus un socle, qui n'est plus commun, qui n'aura plus rien à faire ensemble, et que cette fable que vous raconte Emmanuel Macron ne marche plus que par son emprise qu'il a sur sa propre majorité qui a peur d'être dissoute. Donc merci de souligner que j'avais raison depuis 38 minutes. J'ai mis 38 minutes à le démontrer grâce à M. Louvrier et à M. Philippe qui font exactement ce que je vous avais dit qu'ils allaient faire. Et donc si vous voulez bien pour les épisodes suivants m'écouter un petit peu plus. Ça c'est l'alliance contre Macron. Voilà. Vous voyez l'alliance contre Macron. Avançons un peu. Franck Louvrier, vous avez entendu les mots de Marine Tondelieu. Est-ce que pour vous, la suspension de la réforme des retraites, c'était vraiment un point... La réforme des retraites, un point totalement bloquant dans votre camp? Bien sûr, c'est un point bloquant. Comme vous le savez, la réforme des retraites, elle est essentielle pour l'équilibre économique de notre pays, et qu'à partir du moment où on l'a défendu, que ce soit la gauche ou une partie de la gauche et bien évidemment la droite, il était impensable de pouvoir revenir dessus. Donc bien sûr que c'est un plan bloquant. C'est pour ça que je vous dis que je ne vois pas comment on peut arriver à une meilleure coexistence ou cohabitation aujourd'hui qu'il y a quelques mois, alors qu'à juste titre, on s'avance de plus en plus vers l'élection présidentielle. La réaction, bien sûr, de ceux qui peuvent être ou qui sont candidats à l'élection présidentielle, elle est encore plus forte à quelques mois de cette échéance. Donc c'est ça la difficulté de l'exercice. On vit un événement politique majeur. Franck Louvrier et Marine Tondelieu, je vous donne tout de suite la parole. Ce qui est frappant quand même, c'est que vous dites tous on s'oppose, on n'est pas d'accord, mais vous n'allez pas si vite à la dissolution. Et là, ça redonne de l'argument à Emmanuel Macron, à Sébastien Lecornu, disant en réalité, vous avez peur d'aller devant l'électeur. Vous nous avez rejoint. Laure Lavalette, merci beaucoup. C'est votre argument, hein. Madame Le Pen, vous, Jordan Bardella, tous disent les autres ont peur d'aller à l'électeur. Absolument pas.
Chiche, allons-y. En tout cas, la plateforme de stabilité, c'est ça, c'est le nouveau nom du soir. Vraisemblablement à la trouille, oui, de retourner devant les Français. On le voit bien, ils s'accrochent tous à leur poste. On va de reniement en reniement. Le coup quand même de la réforme des retraites, c'est frappant que Madame Elisabeth Borne arrive à dire peut-être qu'on peut revenir dessus, alors que c'était le totem de ce que nous venons de vivre. Et on avait l'impression que si on ne faisait pas, enfin s'il ne passait pas en force cette réforme, la France allait simplement s'effondrer. Donc, vous voulez dire qu'ils sont aussi populistes que vous maintenant? Non, je veux. Non, alors, figurez-vous que M. Darius, moi j'ai préféré perdre pendant 25 ans sur mes idées pour finalement gagner parce que le peuple français a adhéré et je ne me suis pas tellement reniée. Mais effectivement, il faut en revenir au peuple. Il n'y a pas d'autre choix. Vous voyez bien ce que dit M. le maire de La Baule. Personne n'est d'accord. Et puis, on peut toujours parler de retrait de budget, mais il ne sera jamais voté ce budget. Enfin, moi je vous le dis, il n'y a absolument pas de majorité pour voter ce budget. La question, elle va se poser. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Il n'y aura pas de budget. Donc en fait, on parle dans le vent. Mais surtout, on va repartir à une élection dont il ne suivra pas le résultat. Mais de toute ça ne résout pas ce problème-là. On ne peut pas, de toute façon, essayer de trouver une clarification sans s'adresser, évidemment, au Rassemblement national qui, je le rappelle, représente 11 millions d'électeurs. Votre réponse à ça, Marine Bonnet, quand le RN vous prend au mot en disant si vous êtes opposant, si vous n'êtes pas d'accord, si vous considérez qu'Emmanuel Macron décidément ne veut pas vous écouter, pourquoi ne pas assumer franchement, et ça vaut aussi pour Monsieur Louvoyer, allez, on y va, on fait voter le peuple. Mais vous savez, le problème de ce genre d'émission, c'est que si j'étais arrivé en disant je veux absolument une dissolution, vous me poserez toutes les questions à front renversé. Vous me diriez, mais ça coûte quand même 15 milliards d'euros une dissolution. Non. Et puis ça a fait baisser de 0,5 points la croissance la fois dernière. Et puis ça ne nous donnera pas plus un budget. Et puis par ailleurs, Emmanuel Macron ne suivra pas le résultat. Et puis on va reperdre tous un mois. Vous répondez toujours pas à la question. Si, je vous donne tous les arguments qui montrent que la dissolution ne résoudra pas grand-chose. Mais moi, je n'ai pas peur des urnes. Et il la décide quand il veut. Et je lui ai dit tout à l'heure, et les socialistes lui ont dit, et les communistes lui ont dit, nous sommes prêts, le papier est réservé, nous n'avons pas peur de grand-chose dans la vie et surtout pas du vote des Français. Ceux qui ont à perdre dans le vote des Français ne sont pas sur ce plateau, ce sont les macronistes. Et donc ils ont la trouille, et même face à cette trouille ultime, ils n'arrivent pas à faire semblant d'être d'accord, alors que c'est leur seule planche de salut. Que voulez-vous que je vous dise? Qu'on en finisse. Laure Lavalette, est-ce que ça a un intérêt d'aller à la dissolution si vous n'obtenez pas de majorité absolue? Déjà, c'est de la politique fiction, parce que je pense qu'on va obtenir la majorité absolue, parce que je pense que les électeurs ne se referont pas avoir par l'escroquerie de Madame Tondelier de faire alliance avec le bloc central pour pouvoir avoir des postes. Je pense que les Français les postes à l'Assemblée nationale, c'est vous qui les avez eus, il me semble. On en soupé. Non, mais je vous rappelle quand même que nous avions. Monsieur Chenu est bien redevenu vice-président grâce aux macronistes. Ça ne vous a pas dérangé? C'est toujours le problème avec Madame Tondelier, c'est qu'on a beaucoup de mal à en placer. Est-ce que vous voulez dire n'importe quoi sans qu'on réponde? C'est une logorée verbale qui ne s'arrête jamais. Donc c'est un peu difficile. Finissez et ensuite vous aurez la parole. Finissez. Encore une fois, souvenez-vous du score de Jordan Bardella au soir des élections législatives, au premier soir des élections, d'abord européennes et ensuite législatives. S'il n'y avait pas eu ces alliances délétères, il faut revenir au péché originel. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce que vous avez préféré faire alliance avec des gens avec qui vous n'avez rien en commun. Ça, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas à Matignon. Et on voit c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas à Matignon. On voit bien que ça ne fait pas une politique. En fait, et je ne le être regrette juste pas. contre Jordan Bardella, ça suffit pas. Et le problème, et moi, quand je vous entends sur le plateau toute la journée, j'ai envie de demander pardon aux Français. En fait, est-ce qu'on peut revenir aux préoccupations des Français? Encore une fois, dans pas longtemps, ils vont se chauffer, ils vont devoir choisir entre dîner ou se chauffer. Et là, on est dans un entre-soi absolument terrible où on écoute. Monsieur Faure, Monsieur Vallaud-Belkacem, Monsieur Vallaud, pas Monsieur Vallaud-Belkacem, beau lapsus, parler, nous étions tout à l'heure sur le plateau, les écouter pendant 10 minutes, mais enfin, je veux dire, revenons aux Français. Moi, je m'honore d'être dans une famille politique où Marine Le Pen était cet après-midi au Mans aux côtés des sapeurs-pompiers et avant-hier à Cournon avec les Français. Est-ce qu'on peut, vous prendre à revers quand même Emmanuel Macron, là tout à l'heure, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, en quelque sorte... Nulle part, Madame, vous faites beaucoup de bruit pour quelqu'un de pas élu. S'il vous plaît, ils sont en train de s'humilier pour se rapprocher de vos positions. Ils abandonnent, ils sont en train de s'asseoir en partie sur la réforme des retraites dont ils ont dit pendant des années qu'elles étaient cruciales. Ils s'humilient un peu pour avoir un peu de votre soutien, avoir du soutien des socialistes, y compris peut-être vous, puisque vous souteniez cette position-là, et vous avez l'air complètement ingrat. Attendez, Monsieur Rochemin, le sujet, c'est que quand on perd une élection aussi fortement que l'a perdue Monsieur Macron, on ne peut pas prétendre à faire autre chose qu'une cohabitation. Et le péché originel depuis le départ, c'est qu'il refuse cette cohabitation qu'ont demandé très très majoritairement les Français. Ceux qui ont voté pour nous, d'autres qui n'ont pas voté pour nous, et aussi même des gens qui n'ont pas voté du tout et qui, dans les sondages, expriment très massivement leur souhait de changement. Quand il y a 9,8 millions de pauvres dans ce pays, un record depuis 30 ans, et qu'en même temps, pendant 30 ans, la fortune des 500 plus riches a été multipliée par 14, je leur ai dit tout à l'heure, j'ai cité ces deux chiffres, et j'ai dit même autour de cette table, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur la politique fiscale, sur la politique sociale, vous devez reconnaître que c'est
inexplicable, indéfendable. C'est pour ça que je ne comprends pas que votre parti, Madame Lavalette, une fois que j'ai dit tout ça, refuse de mettre en place la taxe Zuckman parce que vous ne voulez jamais toucher. Alors les gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine, Madame Tourdelier, il faut on vous pas en a toucher déjà parlé, parce enfin, que c'est les gens que vous défendez, comme vous les défendez sur le secret des affaires. Et donc, à un moment, il va falloir être clair. Qui va donner de la justice fiscale aux Français? Qui va donner de la justice sociale aux Français? Ce ne sont pas les macronistes. Or, c'est ce qu'attendent les Français. Et je pense aux 42%, par exemple, des gens qui gagnent le SMIC ou moins, qui sautent un repas par jour. Voilà. Un mot. On doit bien changer les choses. C'est François Patria qui va nous rejoindre dans la discussion. J'aimerais encore, François Patria, écoutez s'il vous plaît, puisque vous représentez la majorité macroniste, ce qu'il en reste, puisqu'on voit. Il n'est peut-être pas encore au courant de tous les J'aimerais s'il vous plaît que celles et ceux qui nous rejoignent comprennent bien là où nous en sommes. On est au point où on comprend bien qu'on n'a toujours pas de Premier ministre ce soir. Il est 20h47, toujours pas de Premier ministre. Dans quelques heures, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Si hypothèse dominante, c'est une de celles des hypothèses qui a la corde. Sébastien Lecornu était renommé Premier ministre, puisque le président de la République lui-même dit qu'on peut s'appuyer sur un socle commun. Donc c'est une des hypothèses dominantes. Très court, l'un et l'autre, votre réaction. Qu'est-ce qui se passe, Si Sébastien Lecornu est renommé, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on va censurer. Il est temps de siffler, évidemment, la fin de la récréation. Enfin, c'est plus possible. C'est quoi? C'est un mauvais escape game. Personne ne trouve la sortie. Il n'y a pas de solution. La situation est complètement insoluble. Donc même s'il y a un nouveau Premier ministre, il n'arrivera pas à former un gouvernement. Et le budget, je le dis aux Français, ne sera pas voté. En fait, c'est du temps perdu. Ils s'accrochent tous à leur petit poste, alors qu'il faudra les remettre en jeu, évidemment, devant les Français. L'intérêt du pays commande, évidemment, une dissolution. Il faut y aller. Il faut une clarification. Moi, je n'ai absolument pas les mêmes idées que Madame Tourdelier. Moi, je veux moins d'immigration, plus de sécurité, pas d'éolien, du nucléaire. Et pas de taxe Zuckman, évidemment, mais un impôt sur la fortune financière. Mais préférablement, vous faites. C'est dommage. Ouais. A priori, vu les scores que vous faites, je ne suis pas sûre qu'il y ait une adhésion totale à votre parti, mais néanmoins, ça serait une clarification. Moi, je suis une amoureuse de la démocratie, Madame Tourdelier. Allons devant les urnes, allons-y. Allons-y. Je ne sais pas combien vous avez fait la dernière fois, d'ailleurs, à Hénin-Beaumont, mais pas beaucoup. Je suis éligible, c'est un gros avantage. Oui, mais être éligible et pas élu, c'est quand même dommage, vous avouerez. Je suis conseillère régionale, et j'ai attendu M. Chenu, M. Tanguy toute la journée hier, ils ne sont jamais venus. Je ne sais même pas à quoi ça sert de voter pour vous. Vous n'êtes pas là après en hémicycle. En tout cas, M. Rochebin, pour répondre à votre question, il y a 3 solutions aujourd'hui, en réalité. La démission du président de la République, la dissolution et la cohabitation. Et la nomination de M. Lecornu ne fait pas partie des 3 possibilités. Vous le voyez bien ce soir. Ceux qui veulent vous faire croire dans cette fable sont en train de la détricoter eux-mêmes. Ils ne sont même plus capables de ne pas se donner en spectacle toute la soirée. Vous avez bien fait croire à la destitution, Madame Tourdelier. Vous avez bien fait croire à la destitution alors que c'était complètement impossible par la Constitution. Donc ceux qui vendent quelque chose la destitution, moi c'est nouveau ça. C'est la position de mon parti. Globalement, en tout cas, de vos alliés très proches. Vous nous avez rejoint, Monsieur Patria. Vous êtes une espèce de sage dans le camp présidentiel, sénateur. Merci beaucoup Marine Tourdelier d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qui reste du socle commun? Est-ce que vous y croyez encore? Je rappelle les derniers